J'ai soigné au cours des 30 dernières années beaucoup de personnes qui venaient dans mon bureau parce qu'elles avaient la carte de visite burn-out. Et curieusement, elles parlaient à peu près toutes de reconnaissance. Et je me suis rendu compte qu'au bout, c'était beaucoup plus complexe que je l'avais imaginé au départ. C'est gratuit, ça peut être quelque chose de très simple, mais il faut en faire l'anatomie. Parce que la reconnaissance, ce n'est pas de la flatterie de l'ego. AVS avec Philippe Robichon. À votre santé, à votre secret ce matin. Bah oui, nous avons parlé d'un secret. Un secret qui ne coûte pas d'argent. Avec mon invité, le docteur Serge Marquis. Bonjour et bienvenue. Bonjour Philippe, merci de m'accueillir à nouveau. Expert canadien, on est là 1 mois. Je sais, c'est long, mais pour nous, c'est court, docteur. Vous êtes là 4 semaines, donc j'en profite. Alors, expert canadien de la santé mentale au travail, vous avez notamment créé une organisation, qui est l'organisation pour réduire les tensions et l'usure dans les entreprises. Oui, tout à fait. Voilà, vous nous expliquez en quoi ça consiste. Ça fait plus de 30 ans que vous écoutez des personnes qui ont été consumées par le travail, ce qu'on appelle le burn-out aujourd'hui. Oui. Ils viennent quand je dis plainte, vous entendez leurs plaintes dans votre bureau. Et ça, c'était vraiment une volonté pour vous d'aider à reconstruire ces gens et de les remettre au travail. Oui, tout à fait. Tout à fait. Ah oui, ça a été ma passion tout au cours de ma vie. J'ai vu des personnes entrer dans mon bureau, me parler d'un problème de santé physique, mais après 2 ou 3 minutes, m'expliquer eux-mêmes ou elles-mêmes leur problème de santé physique en disant, c'est parce que j'ai un problème au travail présentement, que j'ai mal à l'estomac. Alors, on pouvait s'occuper de l'estomac, bien sûr, vérifier que tout était correct, mais ce qui m'intéressait, c'est leur discours. Pourquoi elles me disaient, c'est à cause de mon travail? Et là, j'ai commencé à m'ouvrir davantage à ce qui les avait amenés à me consulter. Et puis, je me suis rendu compte que de plus en plus, les personnes parlaient de 2 éléments fondamentaux. Elles disaient, je ne sais plus qui je suis. On est donc dans une démarche identitaire. Mm-hmm. Et je ne sais plus où je vais. Donc, on est dans une démarche de sens, de direction. Alors, et c'est autour de ça que j'ai commencé à réfléchir sur la fameuse question de l'épuisement. Parce qu'à son origine, à mon avis, à l'origine de l'épuisement, il y a une problématique à la fois identitaire et une problématique de sens. On est dans une société où on a tellement mis d'accent sur la place qu'occupe le travail dans notre vie, sur la performance qu'on doit réaliser. Il y a tellement de mots de l'ordre du genre excellence, réussite, etc., qui sont véhiculés en rapport avec le travail sans arrêt, que c'est devenu un espace peu à peu. C'était pas comme ça il y a quelques décennies. On n'a pas besoin d'aller loin, là. Il y a peut-être 4 ou 5 décennies, c'était pas comme ça. Mais c'est devenu un espace identitaire. Je suis ce que je fais. Évidemment, s'il y a quelque chose qui ne va plus dans ce que je fais, la partie « je suis » vient d'être affectée. L'autre chose importante en rapport avec le burn-out, toujours liée à la dimension identitaire, à la dimension de sens, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui me disent « Ah, le burn-out, ça a toujours existé, mais on appelle ça par un autre nom maintenant. Avant, on parlait de neurasthénie, on parlait de... » Et je dis toujours « Non, non, non. C'est une problématique contemporaine, pour une raison très, très simple. Il y a moins de 100 ans, c'est rien dans l'histoire de l'humanité, même pas un siècle, il y avait seulement 7% des gens qui gagnaient leur vie en se servant principalement de leur tête. L'immense majorité des gens gagnaient leur vie en se servant surtout de leur corps, en coupant des arbres, en travaillant la terre. Alors, c'était intéressant parce qu'à la fin de la journée, il était très facile de voir des résultats. La corde de bois était appuyée contre le mur de la maison. Les champs avaient été labourés. Il y avait un sens immédiat. Aujourd'hui, 75% des gens gagnent leur vie en se servant principalement de leur tête ou en pensant que c'est ce qu'elles font. Mais ça, c'est un autre problème. Donc, ça devient beaucoup plus difficile de voir immédiatement des résultats. Donc, dans une société qui a mis beaucoup l'accent sur la performance et qui demande à la tête de performer, la charge devient mentale. La charge qui autrefois était physique, on avait des problèmes de santé au travail liés à la charge physique, bien sûr, des accidents de travail, les gens perdaient un doigt, une main, les gens avaient des problèmes de maux de dos, il y avait aussi des gens qui respiraient des poussières, des solvants, un tas de saleté. Mais aujourd'hui, la charge, elle est psychique.
Alors de là, la fatigue liée à l'usure. C'est-à-dire qu'on est passé d'une une fatigue physique à une fatigue mentale. Oui, mais cette fatigue mentale va être ressentie par le corps, bien sûr. Parce que beaucoup de gens me disent, ouais, mais comment savoir que je m'achemine vers un burn-out? Est-ce qu'il y a des signes que je peux observer? Absolument, il y a des signes. Il y a des signes dans plusieurs sphères. Il y a trois sphères. Il y a la sphère physique. Si j'éprouve une fatigue physique réelle, j'arrive à la maison, je suis épuisé, mais j'ai pas travaillé fort physiquement, ben, il se passe quelque chose au niveau psychique qui a entraîné la fatigue physique. La deuxième sphère, c'est la sphère intellectuelle. Perte de concentration, perte de mémoire. Chez les personnes qui n'avaient pas ça auparavant, là, c'est très important. Perte de vigilance, qui peut même entraîner des accidents de travail. Et la troisième sphère, c'est la sphère, on l'appelle, c'est plus au niveau émotivo-relationnel, dans les émotions et les relations. Péter les plombs, péter un plomb, alors qu'on ne faisait pas ça avant. Donc, faire s'emporter, des colères. Presque un syndrome dépressif, non? Non. Rien à voir? C'est-à-dire que dans le burn-out, il y a un psychiatre américain qui s'appelle Freudenberger, qui a bien décrit le burn-out ça a commencé à être décrit dans le milieu des années 70 aux États-Unis. Et il avait proposé, et je trouve que c'est toujours d'actualité, 4 étapes pour le burn-out. Par la suite, il en a proposé, je pense, 12. C'est beaucoup trop, à mon avis, on s'y perd. 4, on s'y perd pas. La première étape, c'est l'étape des idéaux irréalistes, les attentes irréalistes, qui peuvent venir de l'intérieur de soi, parce qu'on veut être extraordinaire, performer, etc., ou qui peuvent être proposées par l'environnement, des attentes pour lesquelles on n'est absolument pas prêt à répondre. Donc, idéaux, attentes irréalistes. Deuxième étape, c'est l'étape où on plafonne. C'est-à-dire que, on peut l'appeler l'étape du plafonnement, on a beau travailler très, très fort, on se rend compte qu'on n'atteint pas les idéaux. Alors là, on redouble d'efforts encore. On travaille plus tard le soir. On peut travailler les week-ends, etc., etc. Et la fatigue s'intensifie au niveau physique, intellectuel et au niveau des relations. Troisième étape, la désillusion. Là, on se rend compte que malgré le fait qu'on a travaillé les week-ends, le soir, on n'arrive toujours pas à atteindre les idéaux. Cette étape-là commence à être marquée par la consommation de substances pour mieux dormir, un tas de café pour pouvoir se garder éveillé, se booster, etc. Et là, au niveau émotif, les gens qui nous entourent peuvent nous dire, si on souffre de ce problème, on ne te reconnaît plus. Ça, c'est une phrase très importante. On ne te reconnaît plus. Fais quelque chose. Mais la personne nie qu'elle vit le problème. Vous ne me comprenez pas. Regardez-moi aller. Dans peu de temps, vous allez voir, je vais passer au travers, etc., etc. Quatrième étape, démoralisation. Là, la personne a besoin d'aide parce qu'elle est dysfonctionnelle. Elle n'est plus capable de fournir aucun effort pour son travail. Et là, c'est associé à des symptômes dépressifs. C'est seulement dans la quatrième étape qu'on peut confondre les deux. La personne a perdu complètement l'estime d'elle-même, ne dort plus, libido à zéro, etc., etc. Là. Donc, elle a besoin d'aide externe, bien souvent. On peut s'en rendre compte dans l'une ou l'autre des 4 étapes qu'on est en train de, malheureusement, descendre dans ce parcours que je viens de décrire, et on peut stopper ça à temps. Et parfois, on peut avoir bénéficié de l'aide des personnes qui nous entourent, là. Et écoutez, quand on nous dit, là, on ne te reconnaît plus, là, écoutez ce message. Très important. Merci, Dr Marquise. Je n'avais jamais vu ça comme ça. Merci, ça fait plaisir. Quand j'entends cette phrase-là... C'est le moment où j'ai besoin de vous rebooster, tu sais. C'est le petit morceau de chocolat. Oui, mais c'est une phrase très, très importante. Quand une personne dit « je n'avais jamais vu ça comme ça », elle vient de changer. Et ça, dans un dialogue, d'ailleurs, les personnes qui vivent des burn-out, il peut y avoir des espaces de dialogue qui vont lui permettre de dire « je n'avais jamais vu ça comme ça ». Et là, elle vient tout à coup de changer. Et ça, c'est très précieux. Retenez bien cette phrase, c'est une des phrases que vous aimez, oui, qui constituent votre colonne vertébrale. Et d'ailleurs, je voulais qu'on parle du burn-out ce matin, mais je voulais qu'on l'aborde sous l'angle de la reconnaissance, parce que les personnes qui s'investissent beaucoup et qui manquent
justement de cette reconnaissance sont des personnes qui sont souvent exposées au burn-out. C'est très intéressant aussi parce que, j'ai soigné au cours des 30 dernières années beaucoup de personnes qui venaient dans mon bureau parce qu'elles avaient la carte de visite burn-out. Et curieusement, au-delà d'avoir en commun les phrases « je ne sais plus qui je suis, je ne sais plus où je vais », elles parlaient à peu près toutes de reconnaissance. Et moi, je me disais, mais de quoi parle-t-elle? Parce que, et dans mon esprit, là, ça faisait, mais il me semble que c'est pas compliqué, la reconnaissance. Merci, une tape dans le dos. Ça a l'air super simple, la reconnaissance, hein? Exact. Et là, je me suis rendu compte qu'il fallait que je réfléchisse à la question, que je fouille. Et je me suis rendu compte qu'au bout, c'était beaucoup plus complexe que je l'avais imaginé au départ. C'est gratuit, ça peut être quelque chose de très simple, mais il faut en faire l'anatomie, creuser pour comprendre ce que c'est vraiment la reconnaissance et surtout ce que ce n'est pas. Parce que il faut tout de suite dire que la reconnaissance, ce n'est pas de la flatterie de l'ego. Parce que si on ne fait que flatter l'ego, on ne fait que créer une inflation de l'ego. T'es le meilleur, t'es tellement extraordinaire, bon, etc., etc. Et ça peut ne pas être quelque chose de perçu comme authentique. De là, déjà, on voit que c'est pas si simple qu'on le pense. Parce qu'on peut penser que la reconnaissance, c'est simplement dire à l'autre, t'es tellement extraordinaire, t'es le meilleur, bon, etc. Ce n'est pas ça. La reconnaissance, pour moi, là, faut déjà présenter des principes qui permettent de la faire apparaître. Alors, on va les présenter après la pub parce que ça va prendre du temps. Avec plaisir. Et je veux vraiment qu'on puisse distinguer ce qu'on y met dans ce mot simple, a priori, Parfait. que vous êtes souvent et nombreux à utiliser pour la reconnaissance qu'on a de mon travail. Alors moi, c'est une émission, un sujet d'émission que j'attendais depuis longtemps, c'est celui de la reconnaissance au travail. Parce qu'on parle vraiment de la reconnaissance dans le cadre du travail ce matin avec le docteur Serge Marquis. Alors, vous avez dit que vous allez nous expliquer ce qu'on mettait dans la reconnaissance et ce que ça n'était pas. Oui. Alors, après, parce que vous avez beaucoup réfléchi sur le sujet, qu'est-ce que c'est que la reconnaissance pour vous? Je vais revenir sur quelque chose que j'ai dit là qui est très important. On peut faire un compliment à quelqu'un sans que ce soit de la flatterie. Dire à quelqu'un, par exemple, t'as fait un super boulot, c'est exceptionnel. Mais c'est important de préciser en quoi le boulot à nos yeux apparaît exceptionnel pour ne pas, encore une fois, créer l'inflation de l'ego. La véritable reconnaissance, il y a plusieurs principes qui peuvent l'accompagner et illustrer ce que c'est. Elle doit toujours être précédée d'un minimum d'attention. C'est très important. Le degré de plus élevé, à mes yeux, de reconnaissance qu'un être humain puisse apporter à un autre être humain, c'est la qualité de son attention. Ça, paf. Parce que, et c'est quelque chose qui n'est pas facile à faire. Dans un univers où on n'arrête jamais, on court tout le temps, etc. Même la question « comment ça va ?» « Oh, ça va ?» On n'est pas là, on n'est pas attentif. Alors que la qualité de l'attention est déjà une forme de reconnaissance. Mais elle doit toujours être authentique. La reconnaissance réelle doit être accompagnée d'une qualité, elle doit être... il y a une qualité qui doit l'entourer, c'est l'authenticité. Sinon, elle peut être perçue comme perverse, manipulatrice. « Oh, tu fais bien ton travail. » C'est-à-dire que si on ne le pense pas, ça se sent. Totalement. Et quel est l'agenda caché derrière ça? Elle peut être perçue comme manipulatrice même. Elle est parfois, ce n'est plus la reconnaissance à ce moment-là. Troisièmement, la reconnaissance n'appartient à personne en particulier dans l'espace de travail. On s'attend toujours à ce que ça vienne du haut vers le bas, mais on ne pense jamais que ça peut venir du bas vers le haut ou que ça peut s'exprimer à l'horizontale, entre pairs. Ça, c'est très important aussi. C'est tellement vrai ce que vous dites, parce que finalement, on s'attend toujours à ce que son patron ou son supérieur hiérarchique vous reconnaisse, mais c'est vrai qu'on a toujours du mal à exprimer quand on est bien dirigé, que quelqu'un, finalement, est un bon manager. On lui dit pas. Tout à fait. Absolument. On s'attend à ce que ce soit, qu'il le sache, parce qu'il est manager, donc ça devrait être une forme de reconnaissance, le fait d'être manager. Ouais. Mais non, lui aussi, ou elle aussi, dans un métier où il y a des choses compliquées, difficiles, et c'est pas toujours évident. L'autre élément, la reconnaissance est un cadeau quand je l'offre, mais elle est un piège quand je l'exige.
Parce que si je me mets à l'exiger, je viens d'ouvrir une porte à la souffrance. Ce n'est pas parce que je l'exige qu'il va arriver. Ça, c'est comme exiger à tout prix d'être aimé. Aime-moi, aime-moi, aime-moi. C'est la meilleure façon de faire fuir quelqu'un. Donc, c'est très important de se rappeler ça. Un cadeau quand je l'offre, puis un piège quand je l'exige. Un autre principe, c'est qu'elle apporte autant à la personne qui l'offre qu'à celle qui la reçoit. Ça, c'est important. Moi, quand j'offre un cadeau à Noël, là, je suis toujours rempli de joie. Parce que j'offre quelque chose, dans l'authenticité, bien sûr. Parfois même, j'ai des déceptions. Parce que j'ai des attentes. Alors, c'est très important parce que la reconnaissance... Vous attendez un truc en retour? Oh, c'est ça. La joie de la personne. L'exubérance de la personne. Alors, je m'amuse, mais... Et si je vous dis, oh Serge, fallait pas. Déjà, c'est un cadeau. Il fallait pas. Non, mais ça va. Je sens dans la façon dont c'est exprimé l'authenticité du fait qu'il y a quelque chose qui a été apprécié. Oui, mais alors, on en parlait tout à l'heure en antenne, mais certaines personnes vont dire, tu me reconnais, c'est dis-moi le prix du cadeau que tu m'as fait, je te dirai combien tu me reconnais. Oui, c'est ça, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Hein? Donc, c'est tellement important parce qu'il y a tous les efforts qui ont été placés derrière. Moi, j'aime beaucoup même voir la qualité d'un emballage parce qu'il y a eu des efforts de mise sur l'emballage parfois qui ont demandé des heures de travail. Il y a quelque chose dans ça qui est lié à la reconnaissance que la personne a pour moi dans ce qu'elle a mis dans ces efforts-là. Alors, donc, ça, c'est très important. Maintenant, il y a 4 espaces où on peut définir la reconnaissance. J'ai parlé des principes pour qu'elle apparaisse, pour qu'elle soit maintenue. Mais il y a des espaces où on peut la définir. Et le premier espace, c'est la reconnaissance qu'on appelle la reconnaissance formelle. Dans la vie à l'extérieur du travail, c'est souligner un anniversaire. C'est la Saint-Valentin. Ce sont des moments où... Mais je reviens là-dessus parce que cette reconnaissance formelle au travail, c'est les 25 années de service, c'est les départs à la retraite. Mais si cette reconnaissance formelle... L'entretien annuel. Oui, l'entretien annuel. Ah, tout à fait. Alors, l'entretien annuel, alors là, ça... Ah, ça, c'est important. Je vais y revenir spécifiquement. Mais si la reconnaissance formelle n'est pas accompagnée d'une reconnaissance informelle, elle peut, encore une fois, avoir des effets pervers. Il faut absolument qu'elle soit accompagnée d'informel tous les jours. J'ai parlé de reconnaissance dans un milieu hospitalier énorme. Il y avait une journée de la reconnaissance où on reconnaissait les 25 ans de service, les départs à la retraite, activité formelle. 2 semaines avant la journée en question, où il devait y avoir 180 personnes de reconnues, seulement 20 personnes s'étaient inscrites. Les organisateurs, organisatrices paniquaient, ça va être un échec. Bon. J'ai suggéré humblement qu'on appelle quelques-unes des personnes non inscrites, simplement pour savoir pourquoi elles ne s'étaient pas inscrites. Et elle répondait, si tu penses que je vais aller me faire compter fleurettes au cours d'une journée comme celle-là, alors que je n'entends même pas bonjour quand j'arrive le matin, tu te trompes. Alors donc, la reconnaissance formelle n'était pas accompagnée d'une reconnaissance informelle, qui lui donne de la crédibilité, là, on entre dans la sphère de l'authenticité. Deuxième forme de reconnaissance, la reconnaissance des actes, les gestes qui sont posés. Et eux, moi, sous le chapeau des actes, je mets plusieurs choses. Je mets les résultats, bien sûr. Mais les résultats ne sont pas toujours là, même si les efforts ont été là. Alors, je mets aussi les efforts. C'est très important. J'ai parlé de reconnaissance dans un groupe de médecins un jour, puis il y a un médecin qui est venu me voir après, puis il m'a dit, écoute, moi, je viens tomber par terre en t'écoutant. Et j'ai 2 fils. Mon plus vieux, il arrive de l'école. Et il va jouer dehors ou il va jouer sur son ordinateur. Et à l'école, il a des résultats exceptionnels. Je le reconnais. Il dit, mon deuxième, il travaille comme un fou. Au Québec, on dit, il bûche, il travaille comme un fou. Mais en France aussi. Il arrive à la note de passage. Et je me suis rendu compte en t'écoutant que je reconnaissais le premier à cause de ses résultats et que je ne reconnaissais pas les efforts du second. C'est à partir de demain, je vais reconnaître les efforts du second. J'ai dit bravo. Maintenant, il y a aussi les attitudes dans le milieu de travail. Les comportements qui peuvent être reconnus. Ce qu'on appelle le savoir-être aujourd'hui. Oui, parce qu'il peut y avoir des attitudes qui vont faire en sorte que le climat de travail va changer, que le comportement de travail... des comportements qui vont faire en sorte que le climat de travail va changer, etc. Et les actes proprement dits, ceux pour lesquels une personne est payée. Et là, j'emprunte ça à un psychiatre français qui s'appelle Christophe Dejour, qui disait que les actes peuvent être reconnus sous 2 angles. Leur utilité et leur beauté.
Pourquoi reconnaître l'utilité du travail d'une autre personne a un impact sur cette personne? Parce que ça donne du sens au travail de la personne. Parce qu'il y a un piège qui nous guette tous les jours, c'est le piège de la routine, de l'habitude, de l'usure. Il y a des choses qu'on fait qui sont prises pour acquises. Alors, à ce moment-là, quand quelqu'un vient reconnaître l'utilité du travail qui a été fait, le geste que tu as posé à l'égard de ce patient, je suis convaincu que ça va l'aider à guérir. Pâques, quelqu'un s'en est rendu compte. L'utilité du travail, le sens est retrouvé. Et ça, les personnes les mieux placées pour que leur jugement d'utilité ait un impact sur une autre personne, c'est le patron ou la patronne, bien sûr. Mais c'est aussi l'employé à l'égard du patron. Comme vous le disiez tout à l'heure, la décision que tu as prise nous aide, on ne perd plus de temps. Et c'est le client. Mais le client, c'est pas évident toujours d'avoir des retours de la part des clients. C'est l'enfant qui apporte la pomme. C'est presque injuste, mais c'est vrai que parfois, ils ont autre chose à penser et ils ne pensent pas à dire merci, alors qu'ils le pensent. Oui, mais ils ne l'ont pas dit. Mais ils ne l'ont pas dit. Et ça, c'est important aussi, parce que quand c'est nommé, c'est entendu. Si ça ne reste qu'à l'intérieur de la tête, ça ne l'est pas toujours entendu. Et même que là... Même si on a tout bien fait. Hein. Même si on a tout bien fait. T'as vu, je me suis donné du mal. Et... Puis l'hamster peut se mettre à courir, puis faire « peut-être que j'ai pas fait la bonne chose. » Bon, Alors, et la troisième forme... la beauté. Le jugement de beauté. Pourquoi ça a tellement d'impact sur une personne, le jugement de beauté? Moi, j'aime bien raconter l'exemple. Quand j'étais enfant, je jouais avec des petits blocs. Je faisais des petites maisons. Je construisais des petites maisons. Donc, je faisais de l'ordre avec du désordre. Et quand j'avais terminé, quelle était la première question que je posais? Trouvez-vous ça beau? Tout simplement. Alors, moi, je crois qu'il y a plein de personnes dans l'espace de travail qui cherchent à faire de l'ordre avec du désordre. Et quand c'est nommé, ça confirme la capacité qu'a la personne à fabriquer de la beauté. Et ça, c'est une très grande source de plaisir dans l'espace de travail. Et la personne la mieux placée dont le jugement de beauté va avoir le plus d'impact, c'est la personne, ce sont les pairs. Parce que qui est mieux placé que la personne qui fait le même travail que soi pour savoir tout ce que ça demande pour faire ce travail-là? Alors, c'est important, donc, de nommer aux personnes qui nous entourent, de dire aux personnes qui nous entourent que leur travail respecte les règles de l'art du travail qu'on fait ensemble. C'est inclusif, c'est important. Et en même temps, ça illustre l'unicité de la personne. Et la dernière forme de reconnaissance, c'est l'être, bien sûr, c'est la personne. J'ai vu un film qui m'a beaucoup marqué il y a plusieurs années. J'ai eu la chance de rencontrer la personne qui a fait le scénario de ce film, qui s'appelle Carole Poliquin, une Québécoise, qui a fait un film qui s'appelle L'âge de la performance. Et dans ce film, on voit des producteurs de porcs, de poules, etc. Et un producteur de porc, visiblement authentique, qui dit « Moi, je n'ai pas le choix. Si je veux demeurer compétitif, je dois utiliser les techniques les plus modernes de production. » Et j'ai gagné en temps d'engraissement au cours des dernières années 2 semaines. Ça veut dire que ça prend 2 semaines de moins pour que le porc arrive au même poids. Mais on a un problème qu'on n'avait pas prévu dans nos porcheries. C'est le syndrome du porc stressé. C'est que la chair se développe plus rapidement que la carcasse. Et à ce moment-là, la chair devient suintante, rosée, impropre à la consommation. Donc, on doit les détruire. On voit un producteur de poules qui ramasse des poules mortes dans un poulailler le matin. On lui demande de quoi elles sont-elles mortes, vos poules? Du syndrome de la mort subite de la poule. Donc, le cœur n'a pas tenu devant la quantité de substances qu'on leur a injectées pour qu'elles grossissent plus rapidement. Enfin. Mais ce qui m'inquiète, c'est davantage le regard que ça nous fait avoir à propos des êtres humains. Ça, c'est peut-être qu'il y a des producteurs qui n'ont effectivement pas le choix. Mais le regard qui s'applique aux êtres humains, ça devient très, très inquiétant. J'ai vu une émission à Radio-Canada un dimanche soir où on nous présentait une université prénatale en Californie. Une université où on inscrivait le fœtus à l'université. Alors, évidemment, il ne pouvait pas se rendre à ses cours tout seul, c'est avec sa mère l'amenait. Et là, on plaçait des écouteurs sur la bédaine de la mère, sur le ventre de la mère, et on envoyait des mots qui traversaient la paroi abdominale et la paroi utérine. Les enfants qui naissent de ces mères-là, à l'âge de 6 mois, sont capables déjà de parler. Exactement. Tout le monde fait « Ah, c'est merveille ». À 1 an et demi, ils sont capables de lire. Tout le monde s'émerveille. À 7 ans, plusieurs d'entre eux font un burn-out. Et les psychologues qui soignent ces enfants-là disent aux parents
Dorénavant, vous allez prendre un peu de temps pour leur lire des contes, leur raconter des histoires, leur parler de fées, de dragons, de sorcières, de géants, d'elfes. Parce qu'ils ont constaté qu'en 7 années de vie, ces enfants-là n'avaient à peu près jamais eu le temps de ne rien faire. On peut comprendre les parents. Ils vont vivre dans un monde tellement compliqué, on va les outiller au maximum. Mais il y a une erreur dans cette analyse. Quand un enfant fait rien, il ne fait pas rien. Il est en train de construire son imaginaire, bâtir sa créativité. Ça va être une force monumentale pour l'aider à traverser son existence. Alors, je raconte ça parce que l'enfant qui se développe a tout simplement besoin d'être considéré comme un enfant. Alors, on parle de la reconnaissance au travail avec Serge Marquis ce matin. C'est important, c'est un sujet fondamental. Ça ne coûte rien. Pourquoi certains auraient des freins à exprimer leur reconnaissance aux autres? Parce que finalement, on se rend compte que c'est pas spontané, qu'il y en a qui hésitent. Tout à fait. C'est un des obstacles à la reconnaissance. Au fond, quelque part, tout le monde sait ce que c'est la reconnaissance. Mais c'est bizarre parce qu'il y a effectivement des obstacles qui nous empêchent de l'exprimer. Un des premiers obstacles, ce sont nos croyances. C'est-à-dire, est-ce que j'y crois, moi, ou non, à la reconnaissance? Dans l'espace de travail, c'est très important. Dans l'espace de travail, il y a plein de personnes qui n'y croient pas, qui disent, de toute façon, ils ou elles sont déjà payées pour faire ce qu'elles font, qu'est-ce qu'elles veulent le plus? Et c'est là qu'on fait une erreur. C'est là qu'on se tire dans le pied, littéralement, parce que ce sont des êtres humains et qui aiment entendre « bonjour » parce que ça leur donne le sentiment d'exister. La reconnaissance a un impact parce qu'elle agit sur l'estime de soi. C'est ça qu'il ne faut jamais oublier. Le pouvoir magique. Oui. Et puis, Christophe Dejour disait aussi que notre histoire commence à s'écrire dès notre conception et qu'une grande partie de notre histoire commence à s'écrire à partir de notre naissance. Mais il dit que pour beaucoup de personnes, des espaces où rien n'a été écrit, des espaces où c'est resté blanc. Alors, quand on exprime notre reconnaissance à quelqu'un dans l'espace de travail, sans le savoir, on est peut-être en train d'écrire quelque chose dans un espace qui est demeuré blanc. Moi, je me souviens d'un homme qui travaillait dans un centre jeunesse, on appelle ça comme ça chez nous. Il travaille avec des jeunes adolescents, mésadaptés sociaux, violents, etc. Et il y en a un avec lequel il essayait de lui montrer ses compétences, ses capacités, ses ressources, pour qu'il puisse les développer. Et là, il a travaillé pendant un certain temps, puis l'adolescent fait une fugue. Alors là, il se sentait coupable. Pourquoi? Qu'est-ce que j'ai pas fait de correct? Bon, etc., etc. Plusieurs années plus tard, il est convoqué dans le hall d'entrée. Il y a une jeune famille, père, mère et enfant. Eh bien, le père, c'était l'adolescent dont il s'était occupé des années auparavant, qui lui a dit « Je suis venu vous montrer le résultat du travail que vous avez fait. » C'est quand même pas rien. Hein? Et ça, là, c'est fabuleux parce qu'il a écrit dans un espace qui était resté blanc sans le savoir, simplement en essayant de lui faire voir ses compétences, ses capacités, ses ressources. Donc, il faut absolument réexaminer ses croyances. Est-ce que j'y crois ou non à la reconnaissance? Le deuxième obstacle, c'est les peurs. Comment l'autre va réagir? Est-ce qu'il va éclater en sanglots? Est-ce qu'elle va éclater en sanglots? Comment je vais faire? Qu'est-ce que je vais faire avec ces larmes-là? Ça se pourrait que quelqu'un éclate en sanglots si je lui exprime ma reconnaissance. Parce qu'il y a des personnes qui en ont été tellement privées que là, tout à coup, elles voient ce qu'aurait pu être leur vie. Et c'est tellement souffrant qu'elles éclatent en sanglots à ce moment-là. Mais là, il faut être prêt à accueillir les larmes de cette personne-là dans la bienveillance, tout simplement parce qu'on est encore peut-être en train d'écrire quelque chose dans un espace qui est resté blanc sans le savoir. Un autre obstacle, c'est le temps. On va dire, combien de temps ça va prendre? La personne va vouloir me parler, etc. Ben, si vous avez peur que ça prenne trop de temps, mettez des limites. Vous dites, écoutez, j'ai 15 secondes. Et pendant ces 15 secondes-là, j'aimerais dire à quel point j'apprécie ton travail. Parce qu'il permet d'atteindre les objectifs de notre organisation. Merci infiniment. Je dois me retirer. Paf! Et ça suffit, cette fenêtre-là, donc le temps n'est pas un obstacle. Alors, il faut examiner ces obstacles-là et trouver des moyens de les lever, tout simplement. La peur, c'est il faut oser. Il faut oser. Si j'ai peur de l'exprimer, il faut que j'ose. Et comme on dit, le ridicule ne tue pas de toute façon. Tout à fait. La reconnaissance, alors, si on parlait de reconnaissance financière, c'est la même chose finalement. Une rétribution, une augmentation, est-ce qu'on peut obtenir les mêmes effets qu'une reconnaissance avec des mots? Il y a des études qui ont été faites qui ont démontré qu'une reconnaissance financière, même si elle avait augmenté, si elle n'était pas accompagnée
de la reconnaissance informelle, ça durait très peu de temps, son impact. Très peu de temps. Parce que, humainement, ce qui est attendu, et là encore, c'est important parce que peut-on vivre sans reconnaissance? C'est une question qu'on doit se poser, à laquelle je vais répondre dans quelques instants. Mais celle qui est attendue, c'est celle qui permet de sentir qu'on est un être vivant, qu'on n'est pas un meuble, qu'on n'est pas un numéro, qu'on est un être humain en relation avec d'autres êtres humains dans un espace où ensemble, on essaie d'aller dans la même direction. C'est ça qu'on fait. Maintenant, peut-on vivre sans reconnaissance? C'est une question très intéressante. Si on est dans l'univers de l'ego, c'est impossible de vivre sans reconnaissance. Parce que l'ego cherche constamment à recevoir de la reconnaissance pour être magnifié, etc., etc., etc. Si on arrive à entrer, à placer notre attention dans le monde de la présence, à ce moment-là, on va, sans même s'en rendre compte, être relié à l'autre. Et du seul fait d'être relié par la présence, comme je le disais tout à l'heure, par l'attention, devient une forme de reconnaissance qu'on n'attend plus, mais qui est là, disponible, accessible. Et c'est ça la beauté de la présence attentive, littéralement. Cette reconnaissance qu'on n'attend plus, mais vous connaissez, vous, des gens qui peuvent vivre sans reconnaissance? Vous en avez déjà vu ou pas du tout, finalement? Je me disais longtemps, bon, peut-être qu'il y a des moines qui méditent toute la journée, qui n'ont plus besoin de reconnaissance, qui en sont... la reconnaissance divine. Complètement détachés. Mais on m'a fait voir que même si on médite beaucoup, c'est encore quelque chose qui doit être apprivoisé comme besoin. Mais de toute façon, je répète, la reconnaissance est un cadeau quand je l'offre et est un piège quand je l'exige. Donc, essayons d'entrer en contact avec le pouvoir qu'on a de reconnaître. Moi, j'ai toujours, si on entre en contact avec le pouvoir qu'on a de reconnaître, à ce moment-là, on pourrait voir apparaître effectivement ce que ça fait émerger autour de nous. Il y a une chose qui est importante de mentionner. Il y a des personnes qui ont tellement manqué de reconnaissance. C'est très difficile parce qu'elles deviennent des gouffres sans fond. C'est très, très, très difficile. Mais ces personnes-là, si elles arrivaient à s'en rendre compte, elles pourraient aller chercher de l'aide, se faire accompagner. On peut trouver de l'aide dans la famille, on peut trouver de l'aide chez des amis, on peut trouver une aide professionnelle qui va nous faire prendre conscience de ce manque, de ce vide et de trouver des moyens pour peu à peu le combler. Penser la plaie, si vous voulez. Parce que sinon, c'est une quête qui n'en finit plus. C'est un plaisir de vous écouter. Vous avez fait l'émission sur la reconnaissance que j'attendais depuis longtemps. Parce que c'est un sujet autour duquel je tournais. On a beaucoup tourné autour, on en a beaucoup parlé. Et j'arrivais pas à trouver quelqu'un qui ait l'épaisseur pour le traiter dans toutes ces dimensions que vous avez évoquées avec nous ce matin, Serge Marquis. Si ça peut être utile, vraiment, tant mieux. Oui. Merci. À faire écouter aux managers, aux entreprises. Après, on parlera d'un autre sujet un jour, peut-être plus tard, dans la reconnaissance dans le couple. Mais ça, c'est encore une autre histoire. Qui est Pansouillard ? Pansouillard, c'est le petit hamster qui tourne sans arrêt dans notre tête. Ça serait pas le héros de votre nouveau livre qui est là. Ce livre, on est foutu, on pense toujours trop. Toujours trop. On parle beaucoup d'attention, de présence, justement. Cette forme la plus élevée qu'on puisse trouver de reconnaissance. C'est le petit hamster qui tourne dans sa roue. Je dois vous dire que vous m'avez été très utile récemment. Je l'ai utilisé sur quelqu'un. Ça a très très bien fonctionné. Je lui ai dit maintenant il faut qu'on sorte de la roue. Parfait, excellent. Voilà. C'est ce qu'il faut faire. Et ça fonctionne. Je vous ai pas cité par contre. Donc vous n'aurez pas votre rétribution, mais vous avez toute ma reconnaissance. Merci beaucoup Philippe. Bien, vous réécouterez cette émission en podcast sur beurrefm.net. Vous verrez la vidéo sur notre chaîne YouTube. J'espère qu'elle va faire le tour du monde. Et don't miss the show next Tuesday. Mardi prochain, on vous retrouve à 9h sur Beurre FM. Passez une très belle journée santé sur Beurre FM.